Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au JT Prige, l'actu du moment, l'actu de l'instant. Aujourd'hui, nos envoyés spéciaux sont en direct du champ de foire à Saint-André-du-Cusac, au printemps du tuba. Ah, nous retrouvons apparemment Gabi. Oui Gabi, tu es à l'antenne. Alissa, là je me retrouve avec Jérôme Viss pour l'informer pour lui poser certaines questions. Alors, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour. Donc Jérôme Viss, je suis fabricant d'instruments de musique de la famille des cuivres. Donc là j'ai emmené des petites photos, vous voyez les trompettes, et je fabrique aussi des embouchures. Pour les embouchures, est-ce qu'il y en a de différents types? Est-ce que c'est dur à fabriquer? Alors oui, je vais répondre dans l'ordre. Donc oui, il y a plusieurs types d'embouchures qui existent. Et en fait, les embouchures s'accordent toujours avec le type d'instrument qu'on va jouer. Donc si on va jouer des tubas, on va avoir des embouchures plutôt grosses comme celle-ci. Si on va jouer du trombone un peu plus petite, les trompettes encore un peu plus petites. Après, pour les fabriquer, en fait, on part d'une barre de laiton, de métal, qu'on vient usiner autour. Et puis après, on a des dessins, des gabarits, pour faire exactement une géométrie idéale pour que ça marche bien avec l'instrument de musique. Voilà. D'accord. Où et comment sont fabriqués vos instruments, Les embouchures, en fait, chez moi à l'atelier. Voilà. Donc j'ai un atelier où je fabrique tout de A à Z. Donc un instrument de musique, au début, c'est comme votre feuille, c'est une feuille en métal. Et après, c'est plié, c'est soudé, c'est martelé. Et après, on vient plier les tubes pour faire tous les petits coups, les choses comme ça. On vient les poncer, les polir, assembler toutes les petites pièces. Et puis après, on essaye. Et puis si ça marche, c'est bien. D'accord. Quand a été créée la marque pour créer les embouchures En fait, la marque, c'est mon nom, c'est Jérôme Viss. Et l'entreprise, elle a été créée en décembre 2015. C'est assez récent. D'accord. Combien existe-t-il de magasins spécialisés pour les embouchures, les trompettes Bonne question. Environ. Je sais pas. Je ne saurais pas dire. Quel est votre parcours de musique, tout ça? Alors, quand j'étais jeune, j'étais étudiant au conservatoire en Alsace, à Mulhouse et à Strasbourg. Et donc j'ai beaucoup joué de musique, voilà, j'ai fait tout mon cursus, voilà. Et ensuite, ça m'intéressait pas de donner des cours dans les écoles de musique. Et musicien professionnel en euphonium ou en saxon, c'était trop compliqué, il n'y a pas beaucoup de place dans les orchestres. Et moi, je suis passionné par la mécanique. Et donc en fait, j'ai cherché un métier qui alliait aussi bien la musique et la mécanique. Et en fait, c'est comme ça que je suis tombé sur le métier. Et en fait, il existe une seule école en France qui s'appelle l'ITEM. C'est l'Institut technologique européen des métiers de la musique qui se trouve au Mans, donc la ville des 24 heures. Et donc j'ai fait un CAP, puis un brevet des métiers d'art, puis un diplôme des métiers d'art. Donc ça a pris quasiment 6 ans d'études. Et voilà. Faut-il être musicien pour vendre des embouchures Pas forcément, mais c'est mieux. C'est mieux, comme ça on sait qu'est-ce qu'on raconte. C'est mieux. Pouviez-vous nous montrer des photos des oui, bien sûr. instruments? Alors, je vais vous montrer tout l'album, où c'est ma compagne qui fait les photos, et puis là, vous verrez aussi sur cette embouchure, qui fait les gravures à la main, en fait. Donc c'est fait entièrement à la main, avec un petit burin. Donc elle fait d'abord le dessin dessus, et puis après, elle vient graver sur le métal. Et puis après, là, on vient mettre un dépôt d'or sur l'embouchure. Donc là, vous voyez en fait tout le processus de fabrication. D'abord, je conçois la totalité des pièces sur ordinateur, puis après j'ai une imprimante 3D, j'imprime les prototypes en plastique. Une fois que ça c'est fait, les musiciens peuvent tester. Donc là, vous voyez comment c'est fabriqué. On achète donc la barre de laiton, on vient usiner autour, et ensuite avec un second tour, on vient faire toutes les formes, l'extérieur et l'intérieur. Et ensuite, là, vous voyez en fait ma compagne qui est en train de graver à la main le nom du musicien, de l'artiste sur l'embouchure. Ensuite, là, il y a des bains pour argenter les pièces. Voilà, c'est une embouchure finie. Donc là, vous avez à peu près toutes les étapes, comment c'est fabriqué. Puis après, il y a des musiciens qui demandent des fois des gravures spécifiques. Ils nous envoient un dessin, ils disent est-ce qu'on peut graver ça à la main sur les pièces. Et puis, du coup, on fait du sur-mesure.
Voilà, donc là vous avez les différents plans des instruments que je fabrique. Et donc ça c'est un instrument de musique, donc la feuille de laiton au départ. Et donc on vient découper au ciseau, puis après on vient souder au chalumeau, on vient marteler, là on vient étirer des tubes pour calibrer les tubes. Voilà, là après le tube d'abord il est tout droit, là vous voyez on a des gabarits de cintrage, du coup on vient cintrer les tubes. Voilà, après il y a des étapes de martelage, donc encore réchauffer les tubes, etc. Donc divers assemblages, le ponçage, puis ça c'est l'usinage des blocs pistons. Voilà. Donc après, une fois que toutes les pièces sont séparées, assemblées, en fait c'est comme un Lego. On vient assembler tout ça avec au chalumeau, avec de l'étain. Voilà. Et ensuite on vient le faire briller avec des tampons de polissage. Voilà, ça c'est un autre instrument, c'est l'hélicon. Voilà. Et bon, encore un autre instrument, les trompettes basses. Et voilà, une fois fini, ben, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, vous avez vu tout vu. Vous savez tout. D'accord. Et est-ce que ça prendrait combien de temps pour faire une embouchure à peu près? Bon, en fait là, ça prend un peu de temps parce que mon matériel n'est pas optimisé, c'est-à-dire c'est du matériel de petite taille parce que j'ai une petite entreprise. Donc ça met quand même un peu de temps, sachant qu'on fait une grosse partie à la main aussi. Il faut un peu plus de... Entre la découpe du métal et l'embouchure dans la boîte prêt à être vendue au client, il se passe à peu près, il faut quand même à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Est-ce difficile de faire des embouchures? C'est difficile de concevoir une bonne embouchure, mais après c'est que de la mécanique, hein, donc c'est pas trop compliqué à fabriquer. Enfin, le processus est compliqué à mettre en place. Une fois que c'est mis en place, qu'on en fasse une ou qu'on en fasse 50, c'est pas plus compliqué. Merci énormément les filles, c'était super. Ah, apparemment nous avons Gabriel en direct avec Monsieur Belair. À toi Gabi. Effectivement, Alissa, je me retrouve à l'enceinte du champ de foire pour interviewer Belair, pour lui poser certaines questions. Alors, pouviez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Eric Belair, je suis gérant de la société Belair Musique. Nous avons une société, une société à Mont-de-Marsan et un magasin sur Bordeaux. D'accord. Et où et comment sont fabriqués vos instruments? Alors, ce ne sont pas les miens, mais les instruments sont fabriqués. Aujourd'hui, une grosse partie des instruments sont faits en Asie, dans les pays d'Asie, et ensuite les États-Unis, Europe. En France, nous avons des fabricants aussi d'instruments avant. Du coup, il n'y a plus d'instruments, presque plus d'instruments fabriqués en France. Il y en a moins. Pour bien dire, il y en a moins. Non, presque pas. Pour bien dire, il reste encore fabriquer instruments, pas fabricant. Il y a plusieurs distributeurs, on va dire, que les fabricants. Quand a été créée la marque? Alors, là, c'est pas une marque, c'est le nom de magasin qui, voilà, c'est une marque, c'est pas une marque, c'est un magasin. Belair, ça a été créé en 2009. Et nous avons 2 activités, voire 3 à l'intérieur du magasin. Nous avons un service de vente, un service de location d'instruments à vente et un atelier de réparation de tout avant. Avec, comme dedans, un réparateur et un facteur d'instrument à vente. Un facteur d'instrument à vente, c'est quoi? C'est capable de réparer votre instrument, mais en plus, il est capable de fabriquer l'instrument. D'accord. Saurez-vous dire combien à peu près il y a de magasins spécialisés pour les tubas en France? Alors, des magasins spécialisés pour la France, on va dire 3, 4. Voilà. On peut vendre du tuba, on peut vendre de la flûte, on peut vendre tout instrument, mais il faut savoir de quoi on parle. Et quel était votre parcours pour vous? Alors, mon parcours a été très simple. Voilà, après des études dans un conservatoire, j'étais au conservatoire de Bordeaux. Après, je fais mon cursus habituel avec plusieurs. J'avais un professeur qui me faisait beaucoup tourner dans la France et l'Europe. Voilà. Et ça nous a permis de rencontrer de très belles personnes. Voilà, j'ai passé mon prix
musique d'ensemble cuivre, fait des trucs de tuba, et après c'était parcours conjonctiviste à la musique de Harmonie à Bordeaux, des forces aériennes de Bordeaux, et directeur de l'école de musique et harmonie dans le Gers. Faites-vous souvent des voyages pour Dès demain, oui, je m'en vais à la rencontre de certains fournisseurs justement du marque de tuba qui n'est pas représenté aujourd'hui, et puis demain on va les rencontrer pour un colloque autour des étapes de fabrication et de savoir ce qu'on fait. D'accord. Dernière question, faut être-il musicien pour vendre des instruments? Tout à fait, obligé. On va dire que c'est même primordial. Voilà, comme je le disais, quelqu'un qui rentre dans votre instrument, surtout, bon, le professionnel moins, mais le parent qui vient avec son enfant pour acheter un instrument chez nous, il faut le mettre en confiance parce que quand même un instrument c'est un peu comme un bijou, quoi. C'est un bijou, c'est vu le prix. Et il faut le mettre en confiance, il faut savoir de quoi on parle. Voilà, on ne peut pas vendre un instrument avant, une guitare, un piano comme une batterie. Chacun son domaine, quoi. Celui qui vend de la guitare ne saura pas vendre un instrument avant. Voilà, il y en a qui savent le faire, mais si on veut être vraiment plus professionnel, il faut mieux savoir de quoi on parle. D'accord, merci. Merci. Alissa, je vous rends l'antenne. Mais Gabriel, c'était intéressant tout ça. Nous retrouvons maintenant Jade et Mélissa en compagnie de Nadine, la directrice de l'école de musique. Donc, bonjour Nadine, vous êtes directrice de l'école de musique du Grand Cubzaguet. Vous êtes aussi membre de l'organisation du Printemps du Tuba. Pouvez-vous nous parler de cet événement ? Oui, alors ce projet de Printemps du Tuba, c'est le 19e. Normalement, il s'est déroulé déjà sur plusieurs territoires différents et ce projet a été proposé par un des professeurs de l'école de musique et professeur de tuba, Damien Simon, qui a aussi porté ce projet avec nous. Nous l'avons présenté aux élus et la commission a donné un avis favorable à la réalisation du projet. Et en fait, je dirais plutôt c'est une bande de profs, une bande de copains qui se sont mobilisés pour que cet instrument prenne de l'ampleur sur le territoire de toute la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Et donc ils font du bénévolat, ils mettent le tuba en avant. Voilà. Et que faites-vous en tant que directrice de l'école de musique de tuba ? Moi, personnellement, je ne joue pas du tuba. Non, mais je veux dire, en tant que directrice de l'école de musique. Oui. Donc, qu'est-ce que vous faites Enfin, vous ne jouez pas du tuba, mais du coup, vous les apprenez Alors, il à jouer. y a des cours de tuba à l'école de musique. Le professeur de tuba est aussi professeur de trombone, parce que le tuba, c'est un instrument quand même assez rare et assez coûteux aussi, et qui n'intéresse malheureusement pas énormément de jeunes élèves. Parce que les élèves préfèrent jouer les sons plus graves, alors que le son grave c'est quand même très bon, comme on peut l'entendre en ce moment d'ailleurs. Voilà. Donc on essaie de motiver, de faire découvrir cet instrument pour donner envie aux élèves de faire du tuba. D'accord. Depuis combien de temps occupez-vous ce poste ? Bon, ça fait très longtemps, ça fait plus de 30 ans que je suis sur ce poste. Oui. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce métier que vous faites ? Alors en fait, mon père jouait du tuba à l'harmonie du village et c'était dans l'ordre des choses que les enfants de la famille fassent tous de la musique, comme on faisait de la gymnastique. Voilà. Donc moi je voulais être flûtiste, mon père m'a dit le professeur de flûte est mourant, tu vas faire de la clarinette. Je suis devenue clarinettiste. Voilà. Que c'est transmis de génération en génération. Voilà, c'est ça. Avez-vous un souvenir qui vous a marqué particulièrement lors de votre carrière ? Alors il y en a tellement en fait, puisque les événements, il y en a eu multiples. Je réfléchis là, mais c'est peut-être les gros événements qu'on a fait à l'Opéra de Bordeaux, où on a emmené nos élèves chanter
chanter à l'auditorium et pour eux c'est inoubliable. Ils ont chanté, accompagnés par des musiciens professionnels de l'orchestre Aquitaine et vraiment c'est des chouettes souvenirs pour eux. Et ce métier, vous comptez le continuer Non, je le termine le 1er octobre. Ah. Mais pourquoi vous arrêtez Parce que j'ai l'âge de partir à la retraite et puis voilà, j'ai commencé à travailler très jeune, donc ça me permet de prendre la retraite à 60 ans. Voilà. Mais je vais sans doute continuer la direction de l'orchestre d'harmonie, je ne sais pas encore comment. Gabriel, le retour. Oui Gabriel, on t'écoute avec l'entreprise Wilson. Oui Alissa, maintenant je me retrouve avec Wilson pour lui poser des questions. Alors Wilson, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Thierry Kim, je représente la marque Wilson pour la France. Wilson est une marque suisse et j'ai l'exclusivité pour la France de cette marque-là. J'ai personnellement un magasin de musique aussi, donc, où je répare les instruments, je les entretiens. C'est vrai que ça a l'air passionnant. Ça a l'air intéressant de rentrer sur le magasin. Et maintenant, où et comment se fabriquer vos instruments? Alors, Wilson est une marque suisse, c'est fabriqué à 100% en Suisse. Donc à Flums, c'est un petit village au milieu des Alpes, à peu près une quinzaine de kilomètres du Liechtenstein, donc vous regarderez sur la carte où c'est situé. Voilà. Et quand a été créé votre marque? Bon, Wilson a été créé dans les années 60 par un monsieur qui s'appelle Willy Courat, senior, donc un monsieur qui a maintenant bien 80 ans. Il a transmis son affaire dans les années 80 à Willy Junior. Donc, et ils ont toujours fabriqué des instruments partant des grands tubas sur les euphoniums, après sur des bugles, des trompettes, des corps, tout ce que vous pouvez voir ici, des trombones aussi. C'est la plupart des instruments que votre marque fabrique. Oh bah, il y en a quelques-uns, c'est juste un petit aperçu. Au showroom, il doit y avoir à peu près une cinquantaine de modèles, tous instruments confondus. Quel est le parcours de votre entreprise? Alors mon entreprise Musique Service, donc, qui représente Wilson pour la France, c'est une entreprise qui a 30 ans, que moi j'ai repris il y a une douzaine d'années. Donc c'est un magasin qui est spécialisé dans les instruments à vent, les bois, les cuivres. Du coup, ça fait 12 ans que vous avez votre marque. Ça fait 12 ans que je m'occupe de Wilson pour la France. Faut-il être musicien pour vendre des instruments? Ah ben, on ne peut pas vendre ce qu'on ne connaît pas. Il faut impérativement savoir de quoi on parle. Il y a des gens qui vont vous demander une démo aussi. Dire voilà, ben, comment ça sonne, parce que moi j'y connais rien, ou qu'est-ce que vous me conseillez. Donc il faut les avoir essayés, il faut savoir de quoi on parle, connaître les spécificités de chaque instrument, ses qualités, ses défauts, et pouvoir conseiller au mieux par rapport aux musiciens, par rapport à ce qu'ils recherchent. Effectivement. Une question, c'est à quoi servent ces différents boutons ceux-là, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, ça c'est ce qu'on appelle des pistons rotatifs. Vous voyez fonctionner ici. Donc sur un instrument, on a un corps sonore. Et sur ce corps sonore, après, pour pouvoir jouer toutes les notes d'une gamme, on va rajouter des longueurs de tubes en actionnant soit une palette, soit un piston. Donc ici, c'est monté comme ceci. On a un ton, un demi-ton, un ton et demi. Ici, on va faire la carte. Et ici, on a un ton long. Et avec tout ça, on peut jouer toute la tessiture. Du coup, on peut faire toute une musique avec... on a toute la gamme chromatique. Là, on en a 5.
qu'on a le 5e ici. Et on joue à peu près 4 octaves au niveau de l'ambitus. Ça dépend du musicien après. Combien de temps ça mettra à peu près dans transporter un tuba si quelqu'un commande par exemple un tuba, ça mettrait combien de temps depuis votre entreprise? Alors un tuba comme ceci va être fabriqué à la demande sur mesure pour le musicien. Donc la finition est à la demande, la forme des palettes. On va moduler la branche d'embouchure en fonction de la hauteur du tronc de la personne. On va passer l'anneau où il faut, et après, il y a les finitions. On peut brosser l'instrument, on peut l'argenter, on peut le sabler, on peut le vernir. Avec différentes variantes, on peut argenter une coulisse, on peut faire d'autres choses. C'est vraiment ce que les gens ont envie. C'est l'instrument de leur rêve. Ils vont dépenser quand même une certaine somme. Mais chez Wilson, ils vont trouver l'instrument comme ils l'ont rêvé, dans la finition qu'ils aiment. Ça, c'est les différentes coulisses. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, là, on rajoute un ton, un demi-ton, un ton et demi. Tout ça, c'est sur le tube principal. Donc, quand on regarde le mouvement, vous avez l'entrée ici, vous partez là, et vous faites le tour et vous ressortez. Et quand vous appuyez, là, vous rajoutez chaque fois le petit bout de tube qui fera que l'instrument sera plus long et permettra de jouer des notes de toute la gamme. Ah ok. Voilà. Ah mais je ne le savais pas. Alissa, je vous rends l'antenne. Merci Gabriel. Lisa Rose et Mélissa sont en compagnie du groupe Opus 333, des virtuoses du tuba. Les filles, à vous l'antenne. Bonjour Alissa, on est bien avec le groupe des Opus 333. Donc on va vous poser la première question. Donc bonjour, pouvez-vous vous présenter tous les trois? Eh bien, je commence. Allez. Je m'appelle Jean Dauphren. Ça fait maintenant 22 ans que je joue de cet instrument, le saxhorn. Et puis, je suis musicien, comme tous mes copains. C'est Vianney Desplantes. Ben, tout comme Jean, je joue du saxhorn. Et moi, depuis plus longtemps, ça fait 23 ans. Moi, c'est Corentin Morvan. Je joue aussi du saxhorn. Et donc, en fait, on s'est rencontrés tous avec Opus 63 au Conservatoire de Paris quand on était étudiants. Et ensuite, on a commencé donc, cette aventure musicale. D'où vient le nom d'Opus 333? Alors, c'est une double origine. Déjà, c'est l'opus 333 de Johann Strauss, le compositeur de valse viennoise, écrit une pièce qui s'appelle Aimer, boire et chanter. Et on s'est dit que ça nous allait pas mal. Et surtout la salle 333 au Conservatoire de Paris, là où on s'est rencontrés, c'est là où on a passé des heures et des heures à travailler et que notre quatuor a vraiment vu le jour. Et est-ce que vous avez la réponse à comment vous êtes rencontrés Comment on s'est rencontrés? En fait, en France, notre instrument, eh bien, les professeurs en France sont très reliés les uns aux autres et ils organisent beaucoup de festivals et de rassemblements comme par exemple les Plans du tuba. Là, c'est tous les professeurs de la région bordelaise qui se rassemblent. Et il y en a aussi au Pays Basque et il y a même une famille un peu nationale. Et nous, on s'est retrouvés dans un stage organisé qui s'appelle Tubaland, organisé dans la région de Grenoble. Donc on s'est tous connus, mais on avait à l'époque, on était tout jeunes, genre 14, 16 ans, quelque chose comme ça. Et ensuite, on est tous rentrés au Conservatoire national à Paris. Et c'est là où vraiment on a commencé notre activité de quatuor. Comme ça. On a commencé l'aventure. Comment vous est venu l'envie de jouer du saxhorn? Et c'est vrai que c'est un tuba. En fait, le saxhorn, c'est un tuba français, en fait,
Et c'est un petit peu différent pour chacun, mais en fait je pense qu'il y a quand même quelque chose de... Quand on est petit, en fait on a tous commencé quand on était petit, en fait cet instrument qui est gros, qui brille comme ça, c'est un truc un peu magique quand on est enfant, et donc je pense que c'est un petit peu de ça qui nous a émerveillés, quoi, donner des petites étoiles dans les yeux quand on était petit. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est grave, pour ma part c'était un instrument vraiment grave, et j'ai toujours un peu vibré un peu plus pour les sons graves que pour les sons aigus. Moi je voulais pas faire du tuba, mais il y avait malheureusement pas de prof de trombone, instrument que je voulais faire. Et donc on m'a dit hop, là tu te mettras au tuba. Et voilà. Et depuis combien de temps que vous connaissez Le Quatuor, ça fait Ouais, 10 ans, c'est 10 ans qu'on joue ensemble. On fête notre 10e anniversaire cette année, en 2019. Quel est votre plus beau souvenir du concert? Du concert. C'est une question un peu compliquée parce qu'on a fait beaucoup de choses il y en a beaucoup. depuis 10 ans qu'on fait du Quatuor. On a quand même eu beaucoup d'expérience et en fait c'est toujours un moment unique. Est-ce qu'on a eu des moments plus beaux que d'autres? Le concert qu'on avait fait, le concert que j'ai préféré avec le Quatuor, c'est un concert qu'on a fait pour un festival dans les Dombes. Le Cuivre en Dombes, et en fait c'était un festival où on joue en fait dans des lieux un petit peu où il n'y a pas de musique habituellement. En fait c'est des très très beaux lieux, des bâtisses, des choses comme ça de la région en fait. Donc on avait fait ce concert dans une grande cour carrée là, c'était l'été, un petit château super beau, c'était un moment vraiment magique, parce qu'il y a un super public, un super lieu, une super... c'est génial. C'était génial. Et un autre souvenir aussi peut-être, c'est pour la salle Pleyel, on avait un programme à monter pour la salle Pleyel. À l'époque, la Philharmonie de Paris n'existait pas. Et donc la salle Pleyel, c'était la salle de musique classique à Paris, la grande salle et tout. Et on était quand même vraiment tout jeunes, on avait un peu démarré. C'est notre premier vrai programme qu'on a monté, cohérent, tout ça. Et ça j'avoue que c'est un beau souvenir aussi. Et est-ce que vous écoutez la même chanson, enfin les mêmes chansons que vous jouez vous? Oui, mais pas que. Oui. On écoute la musique qu'on joue, la musique classique en général, mais pas que. J'écoute beaucoup de jazz, beaucoup de musique traditionnelle, voilà, beaucoup de musique métissée, du folk. En fait, c'est vrai qu'on a souvent cette image que les musiciens classiques ils font que de la musique classique, ils écoutent que ça. En fait, pas du tout. Ce qu'on joue, c'est de la musique classique, mais on écoute de tout, en fait, comme tout le monde. En fait, on écoute aussi la radio, comme vous. Enfin, on n'est pas des gens, à part dans nos bulles. Vous écoutez la radio? Oui. Vous écoutez quoi comme radio, vous? Ça dépend. Ah d'accord. Un peu de tout, voilà. France Musique aussi, vous écoutez? Un peu de tout sauf France Musique. Ouais. Il y a plein de trucs sur France Musique. Exercez-vous un autre métier que musicien? En tant que... si on gagne de l'argent autrement qu'avec la musique? Moi non. Enfin si, mais j'ai pas le droit de dire. On n'exerce pas d'autres métiers que musicien, c'est vraiment notre métier. Et puis c'est vrai que c'est un métier qui demande beaucoup de temps. Presque, en fait, on n'a pas vraiment d'horaire comme tout le monde. On travaille le week-end beaucoup, le soir, pendant que les gens arrêtent de travailler, ils vont au concert. Et donc nous, c'est le moment où nous on travaille. Donc c'est un métier à part entière, on fait ça toute la journée. On est très heureux de le faire. Il y a Patrick, qui n'est pas là, et lui est agent secret, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas faire l'interview, parce qu'il doit cacher son visage à la presse, mais il est agent secret. Mais après, ce qu'il y a, c'est que dans une carrière, dans un métier de musicien, en fait, il y a finalement plusieurs métiers dans le métier. En fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, on fait un concert de quatuor, la semaine dernière, on faisait peut-être de l'orchestre symphonique, ou alors on faisait un concert en soliste, ou alors on enseignait notre instrument. Enfin, c'est un métier en fait où c'est jamais quotidien. En fait, on fait pas la même chose tous les jours, ça change tout le temps. Et donc voilà, en fait, c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs métiers dans ce métier-là, mais c'est tout relié quand même à notre instrument à la musique. Et est-ce que ça vous dérangerait de jouer un petit bout de votre instrument ou pas? Allons-y. Allez. Un petit peu de cantique à Jean Racine, peut-être. On va jouer ce soir. Jean de Fray. Ouais, mince. Je vais changer d'endroit. Oh, bon. Ok.
Maëlys est avec Monsieur Asutaro, un musicien japonais qui est à l'Orchestre National de Bordeaux. Maëlys, c'est à toi l'antenne. Pouvez-vous nous raconter votre parcours? Oui. Alors, donc j'ai commencé en tant que professionnel à partir de 18 ans. Après lycée, je suis entré directement au orchestre militaire au Japon. Donc c'était comme une flotte, ou marine on dit. Voilà, donc c'était à côté de Hiroshima. Je suis installé. Et après 13 ans, je suis passé d'abord à la marine et après l'armée de terre au Japon. Et à partir de 2001, je suis venu en France pour le changement. Parce qu'au Japon, c'était un peu difficile. Il y a des difficultés au travail. Il y avait beaucoup de tremblements de terre. Il y avait beaucoup de volcans qui commencent. Donc, en tant que militaire, je suis allé sur place pour sauver des gens. Psychologiquement, c'est très très difficile de continuer toute la vie. Et depuis que vous êtes arrivé en France, c'est des mieux qu'au Japon? Oui, tout début j'ai commencé d'abord en tant qu'étudiant. Comme je ne connaissais pas niveau français, j'ai pas du tout niveau français. Et je connais que 3 mots quand je suis venu. Voilà. Donc d'abord j'ai étudié au conservatoire supérieur et après je suis entré à l'orchestre en 2008. Voilà. Depuis là, je suis à Bordeaux. Et vous faites quoi comme métier sinon? Alors, donc sauf musicien, je ne fais jamais travailler. Pour le moment, en tant que musicien de l'orchestre, moi je joue de tuba. Et après, je travaille pour l'enseignement aussi. Donc, mon métier, c'est plutôt tout le temps rester dans le domaine de la musique. Et vous avez beaucoup voyagé par rapport à votre musique ou... Oui, à l'époque, juste avant que je suis entré à l'orchestre, j'étais dans un groupe de musiciens intermittents. Là, il y a 121 spectacles à l'année. C'est-à-dire, voilà, une fois par 3 jours. Voilà. Tous les 3 jours, il y avait spectacle. Soit tout enchaîné juste une scène. Voilà. Comme ça, ça permet de voyager chez longtemps. Je suis entré que 2 mois à l'année à la maison. Donc c'était un peu dur. Et en France, vous avez fait plusieurs concerts ou... Oui, on fait à l'Opéra de Bordeaux, et également Auditorium de Bordeaux à ce moment. Donc orchestre symphonique et concert symphonique plus ballet, l'opéra. Donc c'est vraiment longue durée au travail. Et toutes les semaines, au moins 3 présentations à la base. Vous faites comment pour vous organiser avec tout ça? Alors, à l'orchestre, il y a la régie de l'orchestre. Donc, tous les plannings, ils sont déjà faits avant de commencer le début d'année. Et voilà, on le suit d'abord son planning. Et après, s'il y a d'autres concerts à faire, on s'organise entre les musiciens. Donc, des fois, il y a des musiques de chambre aussi. Et si par exemple, dans votre planning, à un moment, vous avez un imprévu et ça se passe comment? Alors, on a le droit de convocation sous 48 heures obligatoire. Donc, c'est-à-dire s'il y a urgencement, changement de programme, soit d'autres choses, manque de musiciens, voilà, il faut que je sois là. Si je ne peux pas, c'est congestion. Est-ce que vous pouvez nous jouer un morceau ou pas? Un morceau, juste quelques notes peut-être, j'ai pas fait une note aujourd'hui. Une improvisation? Oh là là. Ça pèse combien? Ça pèse. Celle-ci, à peu près 10 kg ou plus. 10 ou 11. Et il y en a, ça pèse plus que vous avez besoin? Oui, celle-ci c'est tuba basse, on l'appelle. Tuba contrebasse, c'est encore plus de longueur de tube. Du coup, voilà.
le poids c'est plus simple. Jade et Maëlys sont avec la présidente de l'harmonie. Les filles, c'est donc à vous. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, donc moi je suis Delphine Charrier, je suis présidente de l'association de l'Orchestre d'Harmonie. C'est une association qui est sur la commune de Saint-André-de-Cubzac depuis plusieurs années, au siècle dernier, même celui d'avant. Je suis présidente depuis 2 ans, je joue dans l'orchestre depuis 20 ans. Là je fais du saxophone, avant je faisais de la clarinette. Et voilà. Combien êtes-vous dans l'harmonie? Alors on est une quarantaine de musiciens à se retrouver toutes les semaines pour répéter et on va dire qu'en plus il y a 5 ou 6 bénévoles qui font partie du bureau de l'association, qui ne sont pas musiciens mais qui font quand même partie de l'harmonie. Comment ça se passe ces répétitions? Ça se passe dans la joie et la bonne humeur parce qu'on est avant tout une quarantaine de personnes, on est soit étudiants, soit encore au lycée, au collège ou retraités, en activité et on est juste là pour se faire plaisir à jouer tous ensemble de la musique. Donc généralement le vendredi on est très contents de se retrouver, on joue mais on se raconte aussi nos semaines donc c'est un peu brouillon parfois mais c'est souvent très drôle. C'est difficile de gérer les musiciens? Alors je dirais pas que c'est difficile, c'est plutôt intéressant parce que comme là on va dire que la fourchette d'âge c'est entre 15 ans et 85 ans, il faut réussir à trouver une dynamique de groupe qui convienne à tout le monde, où tout le monde s'y retrouve en fait quel que soit l'âge. Et donc c'est pas difficile mais il faut veiller à ce que chacun ait sa place dans le groupe. Voilà. Vous faites combien de spectacles à peu près par an? Sur la commune, on fait 2 spectacles sûrs, un spectacle en novembre pour la Sainte-Cécile, c'est la patronne des musiciens, et un spectacle au printemps qui, vu qu'on commence les répétitions en septembre, on va dire que c'est la fin du travail d'une année là qui se joue ce soir. Et après, on fait des concerts en dehors de la commune, sur la communauté de communes ou ailleurs quand on fait des échanges avec d'autres orchestres. Donc on va dire qu'on fait des concerts comme ce soir, on en fait 4 peut-être sur l'année. En plus des animations comme la fête de la musique, des choses un peu plus légères au niveau de l'organisation, tout ça. Voilà. Quels instruments se trouvent dans l'orchestre? Dans l'orchestre d'harmonie, un orchestre d'harmonie c'est que des instruments à vent. Donc les bois, c'est la clarinette, le saxophone. Bois ça veut dire qu'il y a une hanche en bois. Parce que quand on regarde un saxophone, on pourrait dire c'est du métal, il est en cuivre. Et non, en fait, il y a une embouchure avec du bois, c'est pour ça qu'on appelle ça bois. Et ensuite, il y a les cuivres, les trompettes, les euphoniums, les trombones, tout ça. Et il y a en plus la percussion, mais il n'y a pas de cordes. Dans un orchestre d'harmonie, il n'y a jamais de cordes. Sauf là, il y a une contrebasse, mais parce que c'est un invité d'honneur. Comment sont recrutés les musiciens pour entrer dans l'harmonie? Alors, on rentre dans l'harmonie généralement quand on est à l'école de musique du Cubzaguais, qui est sur la commune. Des élèves qui sont motivés pour jouer dans un groupe et qui veulent continuer leur cursus après les cours. Ça, on va dire que c'est la majorité des gens qui rentrent comme ça. Mais depuis quelques années, vu que la commune s'étend et qu'il y a pas mal de jeunes actifs qui viennent habiter sur Saint-André-de-Cubzac, on a des trentenaires qui arrivent, qui ont fait de la musique ailleurs, qui viennent travailler dans la région et qui cherchent un ensemble. Donc là, il y en a 4 ou 5 qui sont rentrés, ça fait 2-3 ans, et qui rentrent. La motivation première, c'est d'avoir envie de jouer. C'est pas une obligation, on n'est que des bénévoles, et ce qui nous motive, c'est de venir jouer, d'avoir le plaisir de jouer. Voilà. Et durant vos 2 années là, de directrice, de présidente, pardon. Ouais. Là, parce que la directrice et chef d'orchestre. Ah oui, pareil, donc c'est Nadine. Oui. Du coup, de présidente, vous avez un souvenir qui est plus fort que les autres ou...
On a fait, moi le projet qui m'a le plus, parce que le président c'est juste de faire de la coordination quoi, entre la municipalité, les bénévoles, construire des projets, tout ça. Et le projet, je pense où je me suis le plus, on va dire qu'il y en a deux. On a fait un concert l'année dernière en janvier avec 4 autres harmonies dans cette salle où il y avait 120 musiciens. Et en fait, c'était les harmonies du nord du département. Et donc on croise des musiciens comme nous, dans les mêmes dynamiques que nous, et on a tous joué ensemble pour un grand concert. C'était vraiment super de jouer à 120, c'est vraiment chouette. Et puis au niveau de la coordination, de la soirée, c'est sympa. Et l'année dernière, pour le même concert de printemps, on a fait un concert inversé, c'est-à-dire que l'orchestre jouait à la place du public. Il n'y avait pas les gradins, comme aujourd'hui, et donc on a joué sur le parquet, et le public était organisé autour sur des chaises, mais c'est-à-dire qu'il y en a qui étaient derrière les percussions, sur les côtés, devant, sur la scène, pour avoir un point de vue complètement différent. Nous, on aime bien essayer un peu d'étonner, de surprendre les gens qui viennent nous écouter. Voilà, donc ça, on va dire que c'est les deux souvenirs les plus intéressants. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Oui, merci à vous. Maëlys et Mélissa, nos reporters au cœur de l'action, sont avec un membre de l'organisation. À vous l'antenne les filles. Bonjour Alissa, on vous reçoit bien, on est avec Damien. Bonjour Damien, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour les filles, je suis Damien Sepo, je suis professeur de tuba donc à l'école de musique du Grand Cubzaguet. Voilà, et puis je suis aussi musicien d'orchestre. On peut faire quelque chose avec ça? Oui, et puis je crois que c'est la question qui fait bien répondu à ta question. Depuis combien de temps êtes-vous professeur à l'école de musique? Alors je suis professeur à l'école de musique du Grand Cubzaguet depuis 3 ans, mais je suis enseignant de tuba depuis 12 ans maintenant. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Dans mon parcours, j'ai fait le Conservatoire de Bordeaux. Ensuite, je suis passé au pôle d'enseignement supérieur de musique et de danse de Bordeaux-Aquitaine. Et après, j'ai obtenu donc un diplôme d'état de professeur de tuba. Voilà. Vous avez mis combien de temps à faire tout ça? Combien de temps? Ces diplômes et tout. J'ai commencé la musique, j'avais 7 ans. Voilà, et j'ai eu mon diplôme d'état, j'avais 34 ans. Oui. Quel est votre rôle au printemps du tuba? Mon rôle au printemps du tuba, c'est juste que je suis à l'initiative du printemps du tuba sur le Grand Cubzaguet, mais le printemps du tuba existe déjà depuis 19 ans. Le premier printemps du tuba avait été effectué par l'un de mes professeurs, c'est un professeur qui s'appelle Bernard Thor, qui sera présent demain. Et chaque année, on essaie de bouger le printemps du tuba d'endroit. Et donc cette année, c'est tombé, on m'a demandé si je voulais bien le faire, et ça sera la première fois que ça se passera sur les Hauts-de-Gironde, et dans le coin, et surtout sorti de Bordeaux Métropole. Donc c'est la première fois que vous y participez? Alors moi j'y participe depuis à peu près 10 ans, mais c'est la première fois que je l'organise en tout cas. Et va-t-on vous retrouver sur scène ce soir ou pas? Oui, ce soir vous allez me retrouver sur scène donc avec l'opus 333. Je vais faire le tuba basse avec l'harmonie de Saint-André de Cubzac. Vous n'êtes pas trop stressé? Alors, si, toujours. Toujours un peu stressé. Toujours peur de faire une fausse note. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour que ça se passe très bien. D'accord. Et merci d'avoir répondu aux questions. Merci à vous. Merci. Alissa, on te redonne l'antenne. L'émission touche bientôt à sa fin. Et les filles sont désormais en compagnie de certains musiciens de l'harmonie.